bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un programme en faveur des personnes vulnérables. Elles sont pour l'heure 1400 à bénéficier gratuitement de vivres et de semences. Cette démarche n'est que le premier volet de la politique de protection sociale adoptée depuis 2012. Plus de précisions à suivre dès le début de cette édition. À suivre et à découvrir également une technologie made in Burkina et pas des moindres. Il s'agit d'une machine de concassage prisée dans le secteur des mines et des bâtiments. Sonkalo Siri en est le géniteur. Zoom sur cet exploit dans ce journal. Et puis, l'actualité à l'étranger, c'est un attentat contre la grande mosquée de la Mecque déjoué ce matin même. Les forces saoudiennes affirment avoir déjoué un plan terroriste qui visait les pèlerins et les fidèles musulmans. On déplore tout de même 11 personnes blessées. Bienvenue à tous. Mais tout d'abord, sachez que le président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina porte à la connaissance des fidèles musulmans et l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du jeûne de Ramadan a été aperçu ce jour 24 juin 2017 dans plusieurs localités du Burkina Faso par les équipes d'observation déployées à cet effet. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Filtre sera célébrée le dimanche 25 juin sur toute l'étendue du territoire national. C'était en 2012, le Burkina adoptait une politique nationale de protection sociale dans le but de mettre en place des instruments et des mécanismes contre la pauvreté. Dans cette vision, hier 23 juin 2017, un programme de réponse aux besoins des personnes vulnérables est lancé à Kaya. 5 communes sont touchées par le premier volet de ce programme qui se chiffre à plus de 128 millions de francs CFA. Explication à Lidou Badini et Mounira Kéré. Des semences améliorées et des vivres remis à ces chefs de ménage venus de divers contrées du Burkina. Ce geste marque le lancement des activités du programme national de réponse aux besoins des personnes vulnérables, un programme qui traduit la volonté du gouvernement à lutter contre l'exclusion sociale et les dures conditions de vie des ménages en situation de précarité. Amener les populations les plus vulnérables à améliorer leurs conditions de vie et permettre également leur contribution au développement du Burkina Faso. C'est ainsi que ce programme a été conçu et nous le rappelons, il a 4 composantes. Nous avons une composante éducation, une composante santé et nutrition, une composante sécurité alimentaire. Les communes de Kaya, de Mané, de Manga, de Senga et de l'arrondissement numéro 3 de Bogo-Dioulasso sont les premières à bénéficier de ce programme. Plus de 1400 personnes y sont déclarées vulnérables et vont se voir distribuer des semences et des vivres d'une valeur estimée à 128 millions de francs CFA. Nous avons tellement de menus dans nos populations. Je pense que ce programme de réponse va enlever vraiment les épines des pieds de ces personnes vulnérables. Les volets éducation, santé et nutrition se feront de façon progressive. Dès la rentrée prochaine, des dispositions seront prises pour scolariser environ 800 enfants issus des ménages déclarés vulnérables dans les 5 communes concernées. Et puis l'on parle planification des productions agro-silvopastorales. Dans les locaux du ministère en charge de l'agriculture, une rencontre a réuni partenaires techniques et financiers d'une part et d'autre part, départements en charge du secteur rural. Il s'agit de lever les difficultés du secteur pour mieux orienter les projets. Les détails avec Ibrahima Sombier et Boumer Nesnebier. Les chefs de département en charge du monde rural échangent avec les partenaires techniques et financiers PTF autour de la question de développement. Il s'agit pour les PTF du secteur de planification production agro-silvopastorale de discuter avec les ministres en charge du secteur rural sur une compréhension harmonisée du secteur. On a un certain nombre de points sur lesquels nous devons discuter, mais ces points-là, c'est juste pour faire en sorte que nous ayons les mêmes compréhensions du contenu de ce secteur, du contenu des différentes politiques et du comment faire en sorte que nous puissions faire en sorte que ces politiques soient mises en œuvre et que ces politiques puissent avoir un impact sur le développement économique et social de notre pays. Pour les financiers, c'est une rencontre qui permettra aux différentes parties d'harmoniser et d'intégrer leur politique de développement. Les problèmes dans le secteur rural, c'est très divers
Et on veut travailler ensemble avec tous les partenaires prenants du gouvernement, des autres, pour résoudre beaucoup de problèmes. À l'issue de cette rencontre, les deux parties devraient donc s'accorder sur les solutions et les ajustements idoines qui permettront au monde rural de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre du PNDS. Toujours dans l'actualité, les sociétés d'État face au concept de la responsabilité sociale des entreprises. Parmi 21 entreprises sélectionnées, la Caisse nationale de sécurité sociale est celle-là qui tire son épingle du jeu. Il lui est décerné le trophée de l'entreprise qui intègre au mieux la responsabilité sociale en son sein. C'était au cours d'une soirée gala que nous rapportent Mathias Darabo et Maxime Zango. La Caisse nationale de sécurité sociale, lauréate de la première édition du trophée de l'entreprise citoyenne. Sur 21 entreprises concurrentes, la CNSS s'en sort avec une note de 10,14 sur 20. Selon le jury composé essentiellement d'universitaires, elle est la société d'État qui a le mieux intégré le concept de responsabilité sociale RSE. Mise en œuvre d'un système très performant de gestion prévisionnelle, bon système de gestion des relations sociales, entre autres. Tout concourt à la création de valeur. Il ne s'agit pas seulement des résultats positifs, mais d'un ensemble de choses où le conseil d'administration est satisfait, les actionnaires sont satisfaits et les travailleurs également de leur côté sont satisfaits. Les notes varient de 5,18 à 10,14 avec une moyenne générale de 7,14. Des résultats peu satisfaisants selon le président du jury. Le ministre de tutelle conseille alors la formation continue pour relever le défi. Une société, quand elle est créée, elle cherche donc la plus grande profitabilité. Mais à côté de ça, il va falloir aussi tenir compte de ses employés, de l'environnement, d'un certain nombre de choses. L'économique qui s'assoit sur du social est appelé à réussir. Le président de l'université Ouagadougou s'engage pour sa part à prendre en charge la formation d'un agent de chaque entreprise ayant concouru à cette édition. Le premier responsable du département en charge du commerce et de l'industrie entend élargir le concept de RSE dans tous les secteurs du privé et du public. Cette première édition marque également la célébration des 25 ans de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Et nous prenons tout de suite la direction de la ville de Sia où se poursuit la tournée du ministre en charge de la Défense. Après les régions du Nord et du Sud-Ouest, Jean-Claude Bouda, dans les Hauts-Bassins, a livré un message d'encouragement aux garnisons. L'étape de Bobo Dioulasso dans ce compte rendu signé Biloudou Bazongo et Amadou Ligué. Honneur militaire, revue de troupes, ici à l'état-major de la 2e région militaire, suivi d'un face-à-face. D'abord avec la hiérarchie militaire et ensuite avec les éléments de la garnison du groupement d'instruction des forces armées. Le ministre en charge de la Défense, Jean-Claude Bouda, rend visite aux forces armées nationales de Bobo Dioulasso. Nous avons eu un échange avec la troupe, un échange franc et direct. Effectivement, nous savons qu'il y a un certain nombre de difficultés. Vous savez, il y a un certain nombre de problèmes, il faut être honnête. Mais nous avons tenu un langage d'espoir. Un langage d'espoir qui devrait s'accompagner du renforcement des capacités opérationnelles de l'armée afin qu'elle puisse gagner véritablement le défi sécuritaire au Burkina Faso. Les choses vont s'améliorer. Ce n'est pas de la démagogie. Le président Roch-Marc Christian Kabore, dans son programme, a prévu de renforcer les capacités opérationnelles de notre armée pour en faire une armée professionnelle. Cette tournée du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans les différentes garnisons du Burkina Faso est une première depuis sa nomination en février dernier à la tête de ce département ministériel.
Et en marge de cette rencontre avec la garnison militaire de Bobo-Dioulasso, le ministre de la Défense a multiplié les visites aux différentes autorités civiles de la ville. Les échanges portent tous sur la cohésion nationale et le renforcement de la confiance entre population et armée. Les détails avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougma. Une pluie de bénédictions pour le ministre de la Défense et la hiérarchie militaire. Ils ont échangé tour à tour avec les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la ville de Bobo-Dioulasso. De la chefferie coutumière de Dagasso à la Fédération des églises et missions évangéliques, en passant par la communauté musulmane, l'archevêché et le chef des Baba Mandare, le message principal est le même. Travailler à plus de collaboration entre civils et militaires pour une synergie d'action contre le terrorisme. Nous sommes venus aussi leur demander leur soutien à travers toujours les prières et les bénédictions pour que d'abord au sein de nos forces armées nationales et les forces de défense et de sécurité, il y ait la cohésion, il y ait l'entente, que le lien armée-nation là puisse se renforcer. Parce que ce que nous voulons après tout, c'est que les militaires se réconcilient entre eux-mêmes et que les militaires se réconcilient avec le peuple. Un message bien reçu du côté des ordres du jour. La question de sécurité, c'est une question qui concerne tout le monde, civil comme militaire, et nous nous attellerons à ce que toutes les communautés religieuses, coutumières, se donnent la main pour que nous puissions prévenir les faits terroristes. Cette série de rencontres et d'échanges entre dans le cadre de la visite du ministre de la Défense et des anciens combattants à la 2e région militaire, à savoir Gawa, Bobo-Dioulasso et Dédougou. Retour à Ouagadougou avec ce montant, 1,6 milliard de francs CFA. C'est le coût du nouveau bâtiment administratif de la délégation de l'Union européenne au Burkina, une infrastructure qui vient améliorer les conditions de travail des 60 employés de l'institution. L'inauguration du bâtiment marque le 60e anniversaire de l'Union. Ici à Draogo, Mariam Dao et Vincent Kendrobeogo. L'Union européenne a 60 ans. Et c'est cette date anniversaire que la délégation de l'UE au Burkina a choisi pour l'inauguration de son nouveau bâtiment administratif. L'infrastructure qui a coûté 1,6 milliard de francs CFA devrait contribuer au renforcement de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Pour faire vivre cette coopération, il y a besoin d'une grosse machinerie administrative qui soit le partenaire tous les jours de l'administration burkinabé et aussi de tous les autres partenaires du développement. Le nouveau bâtiment a également servi de cadre pour une exposition photographique sur l'Europe et le Burkina Faso. Une exposition que les invités ont eu l'occasion de découvrir. Vraiment, ici, on pourrait travailler durement pour assurer et pour renforcer notre partenariat. Et notre partenariat, je pense, en Europe, le Burkina Faso, c'est vraiment un exemple à suivre dans la démocratie surtout, et bien sûr aussi tout ce qu'on a vu de la transition et le processus que vous avez justement maintenant, c'est vraiment une grande inspiration. L'Union européenne est un partenaire important du Burkina Faso, un partenaire qui apporte son soutien dans divers domaines. Pour la lutte contre le terrorisme, l'Union intervient avec un soutien financier de 50 millions d'euros dans le cadre du G5 Sahel. Et cette nouvelle bâtisse de l'Union européenne aurait pu utiliser cette invention issue du génie créateur d'un jeune burkinabé, Sonkalo Siri. Le nom à retenir car il est à cette date le géniteur d'une machine de concassage made in Burkina. L'outil possède une capacité de concassage de plus de 2000 mètres cubes par heure et est destiné dans le secteur des mines, du bitumage ou encore de la construction de bâtiments. Présentation, Lamine Karantao et Karim Sissé. Voici une machine concasseur made in Burkina Faso. Elle a été fabriquée par Sonkalo Siri, un ancien aventurier qui a décidé de rentrer au Bercail. L'idée, c'est venu de l'Espagne parce que c'est là-bas, je peux dire pratiquement, j'ai fait tout. Et c'est là-bas que je travaille dans une fabrique de machines concasseurs.
Et à partir de cette base, quand j'ai vu que je pouvais fabriquer une machine concasseur, j'ai décidé de rentrer chez moi pour le faire chez moi dans mon pays. Après 90 jours de travail avec une équipe d'une dizaine de personnes, le résultat est là. Et au dire du concepteur, cet appareil intervient dans plusieurs domaines, entre autres la construction des routes, des bâtiments et dans le secteur minier. Il casse les granites, les tamise en fonction du calibrage recherché. C'est une machine qui casse des granites, qui a une capacité, bon, je peux dire énorme, de 200. Ça dépend des matières. Si la matière est dure, on peut dire 200 mètres cubes. Mais si la matière est un peu mou, on peut aller jusqu'à 300 mètres cubes par heure. Alors c'est une machine concasseur, mais à marteau. Et c'est des marteaux qui tournent, qui cassent des granites. Et maintenant, ils tamisent ces granites. Ça sort de différents calibrages, comme vous le voyez. Ça sort de 5,15 et 15,25 et aussi 0,6 qui est sable. Et un plus gros qui est aussi, bon, par exemple, les sitarailles sur les rails, là, on met à côté. Donc ça sort tous ces diamètres, mais c'est juste un réglage. Pour le moment, le prix de vente de cette machine de concassage n'est pas encore déterminé. Le fabricant compte le faire une fois l'inventaire terminé. Rendons-nous à présent à Dou, dans la commune de Moussodougou, région des Cascades, où sévit une crise sociale. Les faits remontent en 2013, année à laquelle un propriétaire terrain a fait don de son verger pour qu'il soit construite en dur une école primaire. Mais voilà, après le décès de ce dernier, ses ayants droit ne veulent pas de cette construction sur le site. Commence alors un bras de fer avec la mairie de Dou. À propos de ce quiproquo, les explications de Madekagna et Ahadi Sandamba. L'histoire remonte à 2013 avec l'ouverture d'une école sous paillote dans ce verger, et ce à la demande du propriétaire. Et aujourd'hui, avec le projet de normalisation de l'école, le torchon brûle entre les héritiers et la mairie de Moussodougou. Ils ne parlent plus le même langage. Les gens qui sont venus pour faire les paillotes, donc ici la population a demandé que comme c'est d'abord les paillotes qui n'ont qu'à faire pardon pour qu'ils s'assoient dans les ombres, comme les tôles là se chauffent. Si c'est les hangars là, les enfants vont souffrir. Il dit non, que donc c'est pas grave, parce que c'est lui qui a demandé, et que toute la partie là c'est pour lui. Donc ils peuvent faire l'hangar sous les manguiers, comme c'est pas un bâtiment. Quand ça serait un bâtiment, il rejoint leur espace. Et puis c'est quelque chose qui a été donné bien avant. C'est pas l'héritier qui avait donné, c'était le défunt qui avait donné. Et il avait donné pour une cause. La cause c'était quoi? C'était le conflit qui se posait entre la population de Dou. C'est pour cela qu'on veut occuper les places pour que l'école soit un lieu public pour nous tous et puis le conflit là s'arrête. En plus de cela, les responsables de la mairie justifient leur position par le fait qu'il faut toujours réaliser des œuvres pour la majorité et non pour une minorité. L'ancien site là est au centre. On ne peut pas aller construire l'école pour 5 concessions alors qu'il y a 30 de l'autre côté qui ne vont pas bénéficier quoi. Du côté de la communauté éducative, le maintien de l'école sur le site actuel ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Les normes requises, c'est de 13,5 hectares en zone rurale et actuellement le verger ne fait même pas 3 hectares et qu'il faille détruire ça. Et l'argumentaire qu'ils ont voulu avancer après, c'est qu'ils voulaient faire 3 classes dans le verger et que les autres réalisations se poursuivent dans le nouveau site. J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Une position que les héritiers ont accueillie avec joie. Et pour la défense de cette position, ces derniers font appel au mouvement Yanamar. Avec l'entrée des OSC dans la danse, le problème va donc prendre une autre tournure. C'était le 16 juin dernier lors d'une marche qui aurait été organisée par les héritiers. Du côté de la municipalité, l'on va aussi envisager une marche de soutien au maire à une date qui coïncide également à celle choisie par les héritiers pour une deuxième marche. Et le pire, toutes ces deux marches auront le même itinéraire ainsi que la même destination. Face au risque que peut comporter une telle situation, notamment pour la paix sociale au niveau de Moussodougou, nous avons échangé toute la journée d'aujourd'hui, mardi 20 juin, avec l'ensemble des acteurs et nous sommes parvenus de chaque côté à signer un engagement avec l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent renoncer à leur mouvement et nous permettre
la concertation plus élargie pour amener les deux acteurs à revoir leur position et à permettre la construction de l'école pour l'avenir des enfants. Ce fut un pari gagné pour la médiation. Le préfet a donc réussi à calmer le jeu. Et ce mercredi, il n'y a pas eu de marche, ni du côté des partisans du maire, ni du côté des héritiers. Cependant, le problème demeure et c'est donc une affaire à suivre. Et aux dernières nouvelles, la situation semble avoir trouvé une solution à la suite d'une réunion. Les protagonistes se sont entendus pour que soit maintenu et le verger et la construction de l'école primaire. Dans la suite de ce journal, cette formation initiée par le Centre pour la gouvernance démocratique des journalistes en sont les bénéficiaires et le thème porte sur le Conseil constitutionnel et les juridictions internationales. Le procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw motive cette formation des professionnels de médias. Alidou Badini, Mounira Kéré, reportage. Le juge national et international à l'épreuve de la protection des droits humains, tel est le sujet à l'ordre du jour de cette session de formation au profit des hommes de médias. Une formation rendue possible grâce au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Le CGD accompagne les journalistes depuis le début de son plan d'action, c'est-à-dire renforcer les journalistes en matière de traitement des questions liées à la gouvernance et liées à la démocratie. C'est dans cette optique que nous avons voulu cette formation pour outiller les journalistes sur le traitement des questions liées à la Constitution, liées à la Haute Cour de justice et liées au traitement de la défense des droits humains. Plusieurs juridictions sont entrées en scène dans le cadre du procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw et les décisions rendues méritent d'être mieux connues par les hommes de médias pour un traitement de qualité de l'information. Ce sont des questions assez complexes qui nécessitent que les premiers porteurs de voix, qui sont les journalistes, comprennent bien ce mécanisme juridique pour mieux porter l'information auprès des citoyens, pour que les citoyens comprennent qu'au-delà des questions politiques, il y a des véritables enjeux techniques et qu'un bon procès ne peut se dérouler sans le respect de ces règles. Une formation sur l'avant-projet de la Constitution de la Ve République est en vue, une façon pour le CGD de contribuer à l'enracinement de la démocratie au Burkina Faso. Actualité des médias toujours, une délégation du ministère de la Communication en visite à Koudougou. Il s'est agi pour les responsables du dit département de toucher les réalités des médias dans la cité du Cavalier Rouge. La région du Centre-Ouest, faut-il le rappeler, va abriter l'une des stations de diffusion de la télévision numérique de terre dont les travaux sont en cours. Césaire Carfo et Aruna Maré nous font le point. La secrétaire générale du ministère en charge de la communication en direct sur la radio Notre-Dame de Koudougou, Hortense Zida, à la tête d'une délégation du département, est venue visiter les médias de Koudougou. Occasion de présenter les différents appuis offerts par le ministère aux médias privés. C'est également le lieu indiqué pour saluer le travail abattu par ces médias de proximité. Nous avons en tout cas dit la disponibilité du ministère de la Communication à œuvrer pour interpeller et appeler les médias, surtout les médias privés, à une collaboration pour permettre à ces personnes commises à des tâches qui sont indispensables afin que le message que le gouvernement veut porter en direction des populations ou que le retour de ce message des populations vers le gouvernement puisse s'effectuer dans de bonnes conditions. Au cours de cette sortie, 6 médias privés et le service régional des éditions citoyennes ont été visités, mais pas seulement. Parmi ces médias, la radio Palabre. Ce média oral veut s'ériger en véritable tribune pour libérer la parole paysanne. Ici, à la station de diffusion de la télévision numérique de terre, ces techniciens s'activent pour achever le déploiement des équipements. Vous avez vu que les équipes sont au stade de finition. Les installations sont déjà là. Ils sont en train de parfaire ce qui est déjà fait, vu que c'est de la technologie et ainsi contrôlé. Et on peut dire au niveau du Koudougou, on est déjà à 80% de réalisation. Kadidja Savadogo a aussi présenté les possibilités offertes par la TNT aux promoteurs de médias privés. Question de préparer les esprits en attendant la mise en route de la radio numérique de terre.
Du 15 juin au 7 juillet prochain se tiendra à l'ONU les négociations pour l'interdiction complète des armes nucléaires. Dans cette optique, le mouvement raélien lance une campagne de méditation qui devrait influer positivement sur l'adoption de cette résolution. Face à la presse, les guides du mouvement au Burkina apportent plus de précisions sur cette campagne. Les détails avec Oualen Ebié et Yolande Lompo. À l'approche du 7 juillet prochain, date à laquelle au niveau des Nations Unies, le traité d'interdiction des armes nucléaires sera soumis au vote, au Burkina Faso, le mouvement raélien intensifie ses actions de sensibilisation. Pour ce guide évêque, le temps est compté si nous voulons éviter l'autodestruction de l'humanité. Et la méditation pourrait être le remède miracle. Actuellement, les stocks d'armes nucléaires qu'il y a sur la planète sont suffisants pour faire exploser la planète Terre entière, qui devient comme une bombe qui peut exploser 9 fois. C'est donc un danger permanent. Alors, face à cela, le fondateur, le leader spirituel du mouvement raélien international, qui a demandé à tous les raéliens de la planète de méditer 1 minute pour la paix, chaque jour, à la 59e minute, c'est-à-dire envoyer des ondes de paix, de souhaiter la paix à tout le monde sur toute la planète. Pour l'heure, seuls 123 sur les 183 États ont approuvé la résolution L41. En Afrique de l'Ouest, le Mali se rallierait aux 5 grandes puissances sur les 9 que compte le continent qui campent toujours sur leur position. Les pays qui sont les plus grands détenteurs de l'arme nucléaire, notamment la Russie, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, ils ne veulent pas que ce vote ait lieu. Et alors, s'il y a une pression, et par vos prières, par vos méditations, pour qu'il y ait la paix, cela va avoir un effet positif et faire basculer l'ensemble pour que justement la loi interdisant les armes nucléaires soit votée. Déjà le 17 juin dernier à New York, des femmes s'étaient mobilisées pour la même cause. À la Mecque, une tentative d'action terroriste a provoqué l'effondrement d'un bâtiment annexe, causant une dizaine de blessés. L'action déjouée par les forces de sécurité saoudiennes visait la mosquée d'Al-Haram où de nombreux fidèles étaient rassemblés. L'explosion a soufflé une partie du bâtiment. Vendredi matin, les forces de sécurité saoudiennes ont tenté d'interpeller un homme à la Mecque lorsqu'il a activé sa ceinture d'explosifs. L'effondrement de l'immeuble a blessé 11 personnes, dont 5 pèlerins. Selon la police, le terroriste avait planifié une attaque contre la grande mosquée de la Mecque, premier lieu saint de l'islam. Vendredi en fin de journée, les autorités saoudiennes précisaient que 2 des blessés étaient hors de danger et sortis de l'hôpital. Selon le gouvernement saoudien, l'attentat déjoué aurait dû avoir lieu au moment où des centaines de milliers de pèlerins convergent vers la Mecque à moins de 24 heures de la fin du Ramadan. Aucune revendication, ni aucun lien avec un groupe terroriste n'ont pour l'instant été rendus publics. Mais les lieux saints qu'abrite l'Arabie Saoudite ont déjà été la cible d'attaques. En juillet 2016, un attentat avait fait 4 morts à Médine, à proximité de la mosquée du prophète Mahomet. Et en Chine, un énorme glissement de terrain a causé la mort de 5 personnes dans un village de la province du Sichuan. Une centaine de personnes sont portées disparues depuis 6 heures du matin, heure locale à laquelle a eu lieu la catastrophe. La télévision publique précise qu'un pan de montagne s'est effondré sur 46 maisons de ce village. En Chine, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels rescapés après un gigantesque glissement de terrain dans un village isolé de la province du Sichuan, au sud-ouest du pays. Samedi, il était 6 heures du matin, heure locale, lorsqu'un pan entier de la montagne s'est effondré, engloutissant une 50aine de maisons. Au moins 141 personnes sont portées disparues. 3 membres d'une même famille ont été retrouvés vivants. Ils sont blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. On a entendu un bruit bizarre, explique cet homme. C'était assez bruyant, le vent s'est mis à souffler à travers la pièce et j'ai voulu fermer la porte. Mais l'eau est arrivée et nous a emportés en un instant. L'épouse de ce jeune Chinois et leur bébé âgé d'1 mois font partie des survivants. Malgré le déploiement sur place de quelques 500 secouristes, l'espoir de retrouver d'autres rescapés reste mince.
Et je reprends pour vous ce communiqué. Le président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina porte à la connaissance des fidèles musulmans et l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du jeûne du Ramadan a été aperçu ce jour 24 juin 2017 dans plusieurs localités du Burkina Faso par les équipes d'observation déployées à cet effet. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Filtre sera célébrée le dimanche 25 juin sur toute l'étendue du territoire national. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.